Concernant la Libye, la différence et la difficulté était que si le mouvement a commencé comme un peu partout, par des manifestations pacifiques qui ont été très durement réprimées, ce que nous avons d'ailleurs tous condamné, le COREP et le président de la Commission. Très vite, cela a dégénéré en affrontements fratricides avec les risques de partition et de somalisation. La feuille de route que le CPS a adoptée dès le début de la crise, le 10 mars 2011, prenait en compte tous ces facteurs, y compris la dissémination des armes à l'intérieur comme à l'extérieur de la Libye. Aujourd'hui, cette feuille de route, qui avait été superbement ignorée, demeure toujours valable. Je me suis rendu récemment dans les pays d'Afrique du Nord, membres de l'Union africaine, tous les pays d'Afrique du Nord, membres de l'Union africaine, ainsi que dans tous les pays subsahéliens voisins de la Libye. Le message que nous avons passé est que l'UA entend contribuer, conformément aux instructions du Conseil de paix et de sécurité, au rétablissement de la sécurité, la paix, la stabilisation et la reconstruction de la Libye, ainsi que l'amélioration et la normalisation des relations entre ce pays et tous nos voisins. Vous m'avez demandé de mettre à cet effet un bureau à Tripoli. C'est tout ceci qui a fait l'objet des discussions lors de mon récent séjour à Tripoli. Je dois vous dire, comme vous l'avez noté dans le communiqué conjoint, que nous avons été très bien reçus et que la Libye, le Premier ministre en tout cas, participera lui-même au prochain sommet. Nous allons l'écouter attentivement. Je dois dire aussi que le président de la Tunisie, le docteur Monsef Marzouki, prendra part lui aussi personnellement au prochain sommet. À ce titre, en tant que dernier pays enregistré depuis les transformations, il prendra la parole très brièvement au début de notre réunion, comme le COREP d'ailleurs l'a déjà approuvé. Il y a eu également cette année une sécheresse très grave dans la Corne de l'Afrique, qui a entraîné une crise alimentaire qui a commencé à s'étendre et qui nous a tous interpellés. Là encore, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Pour la première fois dans la vie de notre organisation, une conférence d'annonce de contribution pour collecter des fonds auprès des Africains pour aider d'autres Africains dans la Corne de l'Afrique a été organisée au niveau continental. Jusque-là, l'aide nous venait exclusivement de l'extérieur. Vous connaissez le succès qu'a enregistré cette conférence d'annonce des contributions. Je saisis l'occasion pour vous dire que des signes que nous avions d'ailleurs relevés au cours de cette conférence de contribution montrent que la sécheresse pourrait s'étendre dans le Sahel, dans les pays d'Afrique subsahélienne, des pays comme le Niger et comme d'autres. Au plan économique, nous pouvons nous réjouir du fait que l'Afrique a réalisé de bons résultats en 2011, avec une croissance moyenne de 5,5 à 6%. Comme j'aime à le répéter, nous sommes pratiquement à 6%, avec 7 pays qui sont entre 7 et 11%. Au moment où le monde entier passe par une période difficile, où les grands pays, en Europe par exemple, enregistrent des taux de croissance qui sont de l'ordre de 0,0 quelque chose, ces nouvelles sont plutôt bonnes, pour ne pas dire extrêmement encourageantes. L'espoir revient donc au point où certains estiment que l'Afrique est le continent de l'avenir. Depuis quelques années, notre continent est sur une trajectoire économique ascendante et de plus en plus nombreux sont les investisseurs qui voient en Afrique la future réserve de croissance dans le monde. Nous devons certes
cette évolution au boom des matières premières, mais également et surtout à la réduction des conflits et à l'amélioration de la gouvernance politique, économique et financière qui résultent de nos propres efforts et initiatives, tant individuelles que collectives. En dépit des crises et de la récession, cette tendance globale n'a pas été remise en cause au cours des 6 derniers mois. Mais dans le domaine du développement, nous avons encore beaucoup de défis, notamment la question de la pauvreté, la question de l'emploi, des jeunes en particulier, la question du genre et bien d'autres encore. Nous nous devons de consolider ces avancées, en particulier en accélérant l'intégration économique du continent. Dans cette perspective, nous devons encourager les efforts déployés par les CER pour créer les zones de libre-échange. Il importe également d'assurer une plus grande appropriation des politiques économiques conduites sur le continent. En ce domaine, comme dans d'autres, le leadership africain est crucial. Il ne saurait y avoir de développement économique durable qui ne soit conçu et mené par les Africains. Nous n'avancerons que sur la base des leçons tirées de nos propres expériences, de nos succès comme de nos échecs, comme de nos erreurs. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons choisi d'axer ce thème sur le commerce, en particulier intra-africain. En effet, 3 facteurs sont aujourd'hui considérés comme déterminants pour le progrès en général. Ce sont l'investissement étranger, le commerce et l'aide. Dans la conjoncture difficile actuelle, l'aide, quoi qu'on en dise, va très probablement diminuer. En tout cas, ne va pas progresser. Il reste donc l'investissement et le commerce. Jusqu'ici, le commerce en Afrique s'est fait presque exclusivement avec l'extérieur et repose en grande partie sur les matières premières. La transformation locale de ces matières doit être entreprise aux fins d'augmenter le commerce intra-africain, estimé actuellement à moins de 10% des échanges. Il en va et même des investissements, et en particulier des investissements dans le domaine des infrastructures.